parties. Alors, dans cette présentation, nous allons essayer de traiter la partie des structures de données, et en particulier le chapitre qui concerne les listes simplement chaînées. Et durant cette présentation, nous allons essayer de voir différentes parties, en commençant par la modélisation de la structure nécessaire pour manipuler les listes chaînées. Ensuite, nous allons faire quelques définitions et ensuite, on va passer à la création et à l'utilisation d'une liste chaînée. Alors, en général, bien sûr, les structures de données, il y a deux parties, les structures linéaires et les structures non linéaires. Les structures linéaires, ce sont des, si vous voulez, ce sont des conteneurs, c'est-à-dire comme le cas de tableau. Un tableau, c'est un conteneur qui peut contenir soit des types primitifs, soit des enregistrements, soit des adresses. Donc, c'est un conteneur. Il y a un ensemble de cases. Chaque case contient une information. Et la même chose pour les structures linéaires. Donc, ce sont des conteneurs. Si vous voulez dire des ensembles qui contiennent des enregistrements derrière. Et bien sûr, ils peuvent être similaires à ce qu'on appelle les collections, soit en C++ ou bien en Java ou bien dans n'importe quel langage de programmation orienté objet. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de définir une structure non linéaire. Il s'agit des listes simplement chaînées qui vont jouer le rôle tout simplement d'un conteneur. Alors bien sûr, pour traiter les listes chaînées, on est obligé de faire un petit rappel concernant les tableaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande similitude entre les tableaux et les listes simplement chaînées, sachant que tous les deux, ce sont des conteneurs. Alors un tableau est une collection de données de même type, c'est-à-dire dans les enregistrements, bien les différentes cases concernant un tableau, je dois trouver les mêmes types. Il n'y a pas plusieurs types qui concernent le même tableau. Déjà ça, c'est une règle qu'il faut retenir. Pour manipuler le tableau, il suffit de connaître l'adresse du tableau T. Donc T, elle représente l'adresse de la première case. C'est-à-dire soit GT ou bien GA, le E commercial, T entre crochets 0, donc ça représente la même chose. Alors bien sûr, pour traiter les tableaux, j'ai besoin de connaître un ensemble de concepts. Déjà pour le déclarer, je peux dire int T5 ou bien le déclarer et en même temps l'initialiser. Donc pour ce faire, je dois utiliser cette deuxième manière pour à la fois créer un tableau et l'initialiser en même temps. Donc, suite à cette déclaration-là, j'ai une information T qui représente l'adresse de la première case. Bien sûr, je peux aussi, de toute façon, cette deuxième instruction, elle permet d'initialiser en même temps. Et voilà, finalement, j'ai un tableau qui contient un ensemble de cases. Chaque case, il a une information, d'accord? Ou bien un ensemble d'informations. Par exemple, pour le cas de cette case-là, quelles sont les informations relatives à cette première case? Il y a son adresse, l'adresse de la case. Et puisqu'il s'agit de la première case, alors il s'agit de la même valeur que T. D'accord? Donc T égale à l'adresse de T0. Et bien sûr, ici, il y a une valeur, il y a un indice. Donc l'indice, il est très important pour se positionner dans les cases par la suite. Bien sûr, les cases d'un tableau, ils sont contigus dans la mémoire. C'est-à-dire, chaque case, son adresse, elle est juste après l'adresse de la case suivante. À la différence de 4 octets. Pourquoi ici 4 octets? Parce que je suis en train de traiter les entiers. Si jamais je traite les doubles, sachant que chaque double nécessite 8 octets pour le stocker, à ce moment-là, je peux commencer avec 200, mais l'adresse de la deuxième case sera 208, 216 et ainsi de suite. Alors ça, c'est pour le traitement des tableaux. Alors, puisque les listes chaînées sont similaires au tableau, juste quelques différences, alors on va voir quelles sont déjà les similitudes et quelles sont les différences entre un tableau et une liste chaînée. Alors, une liste chaînée, c'est une collection, elle aussi, c'est une collection d'éléments de même type, c'est-à-dire les enregistrements sont de même type. Je dois dire une liste chaînée d'entiers, une liste chaînée de doubles, une liste chaînée de clients, une liste chaînée de produits, donc le même type. Bien sûr, comme le cas de tableau, pour manipuler un tableau, nous avons dit qu'il suffit de connaître la première adresse. La même chose, pour traiter la liste chaînée, il faut connaître l'adresse du premier élément. Donc le premier élément, il a une adresse, je dois la connaître. Il suffit de connaître cette première adresse pour pouvoir traiter le reste.
Les éléments, ça c'est différent par rapport au tableau. Donc les éléments de la liste sont dispersés dans la mémoire. C'est-à-dire chaque élément, il a sa propre adresse. Et si vous avez remarqué les tableaux, ils sont contigus les adresses. Par contre ici, chaque adresse se trouve quelque part dans la mémoire. De toute façon, ils sont dispersés dans la mémoire et pas contigus. Donc ici, il s'agit des principales différences et principales similitudes entre les listes chaînées et les tableaux. Alors, bien sûr, maintenant, pour définir une liste chaînée, il suffit de définir un seul élément. Donc, si j'arrive à définir la structure nécessaire pour créer une seule case, par exemple le cas ici, alors le reste, c'est la même chose, parce que c'est la même structure de données qui va être utilisée pour donner lieu à un ensemble d'éléments. Alors, c'est quoi un élément? Bien sûr, il contient déjà l'information que nous souhaitons gérer. On gère les entiers, alors c'est une information. Donc, il faut déjà stocker dans cet élément-là. Et par la suite, il faut trouver le moyen par lequel connaître l'élément suivant. Parce que dans le cas des tableaux, par exemple, si mon indice égale à 2, donc à partir de cet indice, à partir de 2, je peux aller vers 3. Tout simplement, en faire une simple incrémentation par plus 1. Alors, je suis dans la case qui suit et je peux la traiter, la modifier ou bien l'afficher ou bien, d'accord? Par contre, ici, si je suis dans cette case-là, ayant cette adresse, alors je dois connaître l'élément suivant, sachant que je n'ai pas le concept d'indice. Ce concept d'indice, elle est remplacé par une autre information qui va m'indiquer vers l'emplacement, là où il y a l'élément qui suit. Donc, je dois mémoriser son adresse. Donc, ici, c'est l'adresse, c'est une autre information qui contient une adresse, mais vers l'autre élément. Si vous voyez ici, j'ai deux éléments. Là, le premier élément, son adresse, c'est 2102. Un deuxième élément, c'est 216. Donc, le premier élément, il mémorise l'adresse de l'élément suivant. Avec cette manière-là, cet élément-là, il connaît l'autre. Comme si chaque élément, il va tenir une étiquette de son suivant. D'accord? Pour vous, par exemple, vous pouvez faire la même chose. Si vous pouvez dire, chacun, il prend le numéro de place là où il se trouve son collègue. Donc, c'est une manière de localiser l'emplacement de l'élément qui suit, son suivant. Alors maintenant, si on arrive à comprendre ça, donc ça, c'est la clé qui va nous permettre de définir la structure de données. La structure de données, maintenant, il y a un élément qui contient deux informations. Une fois dire que j'ai un élément qui a deux informations, alors automatiquement, il faut penser à une structure de données parce qu'il s'agit de définir un type complexe. Donc, pour définir un type complexe qui contient ces informations-là, bien sûr, il y a la donnée et il y a l'adresse vers le suivant. Une fois avoir cette manière-là, il faut dire que j'ai une structure qui va contenir l'information et en même temps contient l'information de l'adresse suivante. Donc, il faut définir une structure. Alors, c'est quoi maintenant les différences entre les tableaux? Alors, au contraire des tableaux, pour créer une liste chaînée, je suis obligé de définir un type structuré. C'est-à-dire qu'il faut créer la structure de données pour pouvoir parler de liste chaînée. Ce type structuré représente un élément composé. Composé de quoi? Un champ, de toute façon, des champs bien. De toute façon, je peux avoir plusieurs champs qui constituent l'information. On verra par la suite. Jusqu'à maintenant, on a une seule information qui est un seul entier. Des champs, en général, pour le contenu, et un seul autre champ qui constitue l'adresse vers le suivant. Donc ça, c'est ma structure de données. Alors, par le biais de cette structure-là, et nous, dans cette présentation, nous allons traiter le cas de liste chaînée pour un exemple simple, une liste chaînée d'entiers. Et par la suite, nous allons essayer de traiter autre exemple, par exemple, dire une liste chaînée de produits ou bien une collection de produits. Alors, suite à cette structure-là, je peux créer un élément et en même temps, je peux construire une liste chaînée et nous allons à chaque fois faire la comparaison avec le cas des tableaux, soit pour l'initialisation, soit pour l'ajout d'un élément, soit pour le cas des adresses et ainsi de suite. Alors, pour traiter
les listes chaînées et il y a un ensemble d'opérations. Parmi ces opérations-là, je vais citer les principales opérations, c'est-à-dire ce que nous allons essayer de mettre dans les différentes présentations. Il faut savoir créer un élément ou bien créer des éléments. Ensuite, on peut faire cet exemple, c'est-à-dire enchaîner des éléments entre eux, afficher les éléments de la liste. Et la partie la plus importante et là où il faut faire beaucoup d'attention, c'est-à-dire l'insertion d'éléments dans la liste. Parce que j'ai différentes manières d'insérer. Est-ce qu'au début, est-ce qu'au milieu, est-ce qu'à la fin? Et à ce moment-là, bien sûr, il faut faire beaucoup d'attention. Par contre, les autres opérations, je pense, si on arrive à comprendre bien comment ça se passe, l'insertion, et surtout quel est l'état de la mémoire à chaque fois, et quelles sont les cases mémoire, ou bien les informations des différentes cases mémoire que je suis en train de traiter. Alors, il faut déjà maîtriser le concept de mémoire pour pouvoir réaliser l'ensemble de ces opérations-là. Alors là, jusqu'à maintenant, je stoppe cette présentation-là.